des machines à se nourrir. Ils sont très territoriales quand ils attaquent, en effet, quand on s'approche de leur nid, leurs œufs. C'est ça voilà, qui fait qu'ils se protègent. Et en même temps, c'est des grands tueurs, mais c'est des gens qui ne mangent pas, enfin, c'est des animaux qui ne mangent pas immédiatement. En fait, ils aiment prendre leurs victimes, aller les placer sous des racines, attendre que ça pourrisse parce que ça a plus de goût, et après, justement, les dévorer. Et j'ai trouvé qu'ils étaient fascinants, et tout avec leurs gadgets, la deuxième paupière comme ça qui se ferme, le fait que tout leur corps soit une sorte de radar sous-marin. Tout ça est, je trouve, très intéressant, leur puissance, le fait qu'ils aient des dents qui soient, en effet, une mâchoire qui est la plus puissante du règne animal, mais en même temps, pas une mâchoire qui coupe comme les requins. C'est-à-dire qu'un requin, ça fait une belle coupure nette quand ça arrache une main, un pied, une jambe. Là, l'alligator, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça mord, ça lâche pas, et après, ça tourne sur soi pour désarticuler. Donc l'idée, c'était vraiment d'être le plus réaliste possible, mais dans leur mouvement, dans leur attitude, mais avec une sélection, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment regardé tout ce qui était, merci Internet, il y a des centaines d'heures, milliers d'heures de footage d'alligators et de crocodiles. Et c'est vrai que la plupart, ils sont un peu là, à se dorer au soleil, un peu paresseux, à pas trop bouger. Et puis après, il y a des morceaux comme ça de bravoure où c'est spectaculaire. Donc évidemment, j'ai choisi des alligators qui m'intéressaient, qui étaient spectaculaires. C'est-à-dire que j'ai choisi, il y en a un qui est en exposition, qui est empaillé au Musée d'Histoire Naturelle de New York, qui est très très beau, qui est un très beau spécimen du Mississippi, qui est une des inspirations pour un des alligators. L'autre qui est basé sur un alligator vivant qui s'appelle Godzilla, qui vit à Miami dans un refuge, et qui est une bête, vous pouvez regarder sur Internet, c'est incroyable, il est fascinant. C'est-à-dire qu'il a une force, il se tient haut sur ses pattes, il attaque, il n'est pas du tout paresseux, il est très actif, il est énorme, il est très 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 puissant. Donc ça a été ma base, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le film, on est allé... alors toutes les blessures, tout ça est basé sur des images réelles, mais c'est l'accumulation de ces choses assez spectaculaires dans la vraie vie, peut-être ensemble, qui donne ce côté un petit peu plus hyper réel plutôt que juste réel. Et au niveau des effets spéciaux alors Ah oui, et tout est en CGI. Oui, c'est CGI entièrement. Oui, oui, voilà, on ne peut pas, pour reproduire ce type de mouvement et d'attitude, pour les voir dans leur ensemble, les alligators ne sont pas, on ne peut pas les dompter, on ne peut pas les entraîner pour qu'ils puissent faire quelque chose de répétitif. Et donc, c'était le seul moyen. L'animatronics, les marionnettes, c'était pas possible parce que les mouvements sont saccadés, il y a un côté mécanique qui ne fonctionne pas. Donc, le CGI était la seule option. Y compris quand il lui mord le bras, quand elle lui tire dessus au pistolet dans la gueule. Ah, complètement. C'est de la CGI aussi? Ouais. Ok. Il y a en effet 4 plans, qui sont pas du CGI, justement avant cette scène-là, quand la tête sort de l'eau, ça s'en met un, qui est une tête d'alligator qu'on avait sur le tournage. Il y a 2 plans de queue qui bougent dans l'eau, et le plan où on recule et on est à travers la mâchoire, on la voit à travers la mâchoire, qui est aussi une mâchoire réelle. Question là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que ça doit être très compliqué, un tournage comme ça aquatique. Comment est-ce qu'il y a eu des entraînements particuliers pour les acteurs ou les équipes Alors, il y a plus une mise en garde, hein. C'est-à-dire que si t'aimes pas l'eau, viens pas. C'est aussi simple que ça. Et voilà, il fallait vraiment... je crois que le scénario était assez clair, en fait, pour tout le monde, que ça allait être dans l'eau, que ça allait être mouillé, mais les gens ne s'imaginaient pas. J'ai travaillé avec un très très bon cadreur français qui s'appelle Berthaud, et c'est vrai qu'il savait que ça allait être difficile, il n'imaginait pas ce que ça allait être d'être dans l'eau, avec de l'eau jusqu'ici, des fois la caméra sur une sorte de travelling sous-marin ou à la grue avec un ventilateur en permanence qui souffle à 100 km/h, y compris sur la caméra. On ne peut pas diriger ou faire un couloir de protection juste pour la caméra. Et la pluie comme ça qui tape en permanence, c'est des choses qui étaient pas imaginables. Quand on est dans la chambre à la fin, juste avant qu'elle sorte, la caméra flotte sur l'eau, et lui, il n'a plus pied, donc il ne peut pas opérer comme ça, donc il est porté par
machinot qui est sous l'eau qui le porte en même temps. Moi, je suis de l'autre côté, je tiens la racine qui va sortir, le rondin de bois qui va sortir de l'eau. Et tout ça avec le vent et le son, et on peut pas. C'est un bordel pas possible. Oui, parce que vous êtes là avec vos comédiens. Ah ouais, fait, non, mais pas derrière votre. Voilà, non, avec, moi, quoi qu'il arrive, je suis. J'aime pas être. J'aime pas être en retrait derrière un écran, j'aime être à la face avec les acteurs. J'ai cette habitude comment dire, de voir à l'œil et d'acheter à l'œil. C'est-à-dire, si je trouve ça crédible à l'œil, en général, ça marche à l'image. Donc j'ai toujours un petit écran pour regarder le cadre de la caméra en même temps. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir l'image en réel. Question là-bas. Oui, excusez-moi, j'avais encore deux questions. Mais allez-y. Deux questions. Une par rapport à l'état d'Hollywood aujourd'hui. Bon, vous avez fait vos versions de Piranha et de La Colline à des yeux. Aujourd'hui, on est à l'heure des reboots, des remakes, des sequels, des prequels de franchises 20 ans, 30 ans après. Quel est votre rapport encore, vous, avec les studios américains pour pouvoir proposer des films de genre à votre image? Et deuxième question, on a entendu parler justement d'un film d'aventure français avec vous à la tête et Jean Dujardin en tête d'affiche. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce qu'il en est de ce projet? Merci. Alors pour commencer par Hollywood et les remakes, on n'appelle plus remake, on appelle ça en effet les reboots. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur la notion de reboot par rapport à remake. Hein. C'est vraiment le sentiment qu'on n'est pas là pour refaire, mais qu'on est là pour réinventer. Et recréer avec quelque chose qui a un potentiel de franchise. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire ce type de film, et c'est vrai que Maniac et La Colline à des yeux sont des vrais remakes. Piranha n'en est pas un, Mirror n'en est pas un, même si c'est le titre. Mais c'est vrai qu'il y a j'ai eu cette étiquette du remaker très, très forte et je me suis tenu un petit peu à l'écart. Alors c'est tentant, c'est vrai que quand on vous propose Le Loup-garou de Londres, quand on vous propose des classiques comme ça avec lesquels vous avez grandi, ou La dernière maison sur la gauche, ou Scanner, ou d'autres, ça donne envie évidemment. Après, je pense qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter au remake. En quoi le nouveau film va être un film qui a un intérêt à côté de l'original, et pas simplement là pour remplacer l'original. Et quand il y a trop de similarités, quand c'est trop proche, bah finalement, ça a peu de raisons d'exister. Le remake de Cimetière, par exemple, est très, pas assez comme ça détaché de l'original, même si ça fait peur, même si c'est intéressant, même si visuellement il y a quelque chose de fort. Voilà, il faut trouver comme ça une raison pour ces remakes d'exister. Après, c'est toujours difficile d'amener des projets originaux, mais en même temps, les studios adorent les films originaux quand ça marche. Hein. Donc c'est toujours une sorte de paradoxe comment dire, bon, ça fait partie du jeu. C'est toujours plus facile d'arriver avec une marque, comme ils disent, qui soit connue et déjà établie. Et des fois, c'est bien d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Le remake d'Evil Dead était assez génial quand même. Donc il y a vraiment... des fois, c'est des réussites absolues, et puis des fois, bah, c'est irregardable. Hein. Flatliner, mais c'est tellement aberrant. Mais bon, voilà, c'est un choix aussi, et puis je pense que c'est aussi un talent. Alors, pour le film d'aventure avec Dujardin, c'est en effet un vrai projet qui existe vraiment, et qui est vraiment un très très beau script, un très bon script. J'ai toujours eu envie de travailler avec Jean, donc c'est maintenant une histoire de timing. Question ici. Bonjour. D'abord, je me suis régalé, je tenais à vous le dire, avec le film. Il est super efficace. J'ai passé mon temps à sauter sur le fauteuil. Donc c'est que pour moi, en tout cas, il était très réussi. Question sur le casting. Comment vous avez porté votre choix sur ce duo d'acteurs? Alors, en fait, c'est surtout elle en premier, qui a été la pièce la plus importante et la plus difficile à trouver. On a rencontré beaucoup de monde, on a vu beaucoup de gens, plus ou moins connus. Je cherchais quelqu'un qui pourrait porter le film sur ses épaules, quelqu'un qui pourrait prendre le spectateur par la main, lui faire traverser un peu ce miroir pour vivre
l'histoire. Tout passe par le regard, tout passe par une attitude, par une manière de bouger. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez Kaya, depuis Skin jusqu'à Maze Runner. C'est ce regard, ce côté un petit peu guerrier qu'elle a dans les yeux, ce côté extrêmement... c'est un regard qui poignarde. Il y a quelque chose de fort que j'avais envie de voir à l'écran, justement, pour rivaliser, tu vois, avec les alligators, qui va être l'apex prédateur à la fin. Voilà. Oui. Et puis Barry Pepper aussi. Alors Barry c'est un énorme acteur en général de ce qu'on appelle les caractères acteurs, de second rôle, mais à l'américaine, c'est-à-dire vraiment qui existent, qui sont là. Et voilà, en fait, c'est venu en fait assez bizarrement parce qu'on cherchait, il y avait beaucoup de gens à qui on regardait. Ces gens étaient tous pris et finalement on continuait à chercher. Et Kaya a suggéré Barry parce qu'elle avait travaillé avec eux justement sur Maze Runner. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est vrai que moi j'étais dans ma tête sur quelqu'un de légèrement plus âgé. Et j'ai trouvé ça intéressant justement que ce soit un jeune père, que ce soit d'avoir un rapport un peu plus proche entre les deux. Et donc c'est devenu, après une évidence, il a lu le scénario. C'est très intéressant parce que les acteurs viennent toujours avec évidemment une lecture du script, mais aussi une attitude par rapport au... Et Barry est quelqu'un qui a une fille du même âge, quelqu'un qui a une relation très difficile avec son père, qui à la fois qui comprenait et en même temps qui, pendant tout le film, se dit mais je dois la sauver, c'est à moi de la sauver. Qui avait un problème justement de dynamique qui était très simple pour le personnage, qui était vraiment intéressant de voir justement les acteurs, Kaya et Barry, se confondre pendant le tournage avec Dave et Ali. Non, moi je voulais vous poser une question au fur et à mesure, parce que d'abord, quand on sait qu'on va vivre vous voyez tout à l'heure des conditions difficiles de tournage, l'eau, le vent, etc., pour eux, bien sûr, ils lisent un scénario, bien sûr, ils voient qu'il y a des scènes difficiles, mais entre voir et vivre, est-ce qu'à certains moments, vous n'étiez pas un peu comme ce coach? Vous deviez avoir un mantra, vous êtes des super prédateurs, est-ce que vous les avez vus même évoluer sous votre direction et devenir autres presque C'est deux acteurs qui ont vraiment